Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 29 avril et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment ça va bien ce matin? Bienvenue dans le Mug Now Tech, votre matinale tech bien évidemment. Bonjour à tous, comment ça va? Salut Distinct, salut Gécard, Corentin, Soulmika, Shinro, bienvenue à vous tous. On voit qu'il y a des habitués, il y a aussi des pseudos que je connais un peu moins, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un peu des nouveaux. Vous avez dû, Jérôme, salut à toi, tu es dans le chat bien sûr pour me surveiller et mettre les coups de bâton bien évidemment. Bien évidemment. En parlant de Jérôme, j'espère que Jérôme, tu te prépares pour demain matin, parce que vous avez remarqué qu'il y a un challenge qui s'est terminé. Le fameux challenge, le fameux défi This is the way, qu'on pourrait traduire par c'est le chemin, c'est la voie. Mais au final, cette traduction en français n'a absolument aucun intérêt et aucun sens. Non, demain, vous aurez une surprise. Vous avez été beaucoup à participer et à avoir cumulé 2 millions de Nowtech Coins, les points de chaîne, la petite récompense de Twitch. Voilà, les petits sucres de Twitch pour taper sur un bouton parce que nous sommes finalement des humains et qu'on aime bien ça, d'avoir des petits boutons colorés qui disent vas-y, clique. Donc voilà, merci Ngugus pour ton réabonnement, merci à toi. Et donc voilà, et donc vous aurez une surprise demain. On veut pas vous vendre un truc exceptionnel, ça vous fera sourire. Si ça vous fait rire, c'est tout cool pour nous. Si ça vous fait pas sourire et tout, bon, bah, ça durera pas très longtemps. Voilà, donc pas d'inquiétude. Bonjour le chat en tout cas. J'ai un peu peur que vous soyez déçus, mais prêt pour demain matin. En vrai, je pense que vous allez au moins sourire. Voilà. Voilà. Merci Manon d'avoir changé les lights et d'avoir mis en aqua. Bloup, 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 bloup. Quelle interactivité, c'est fou. Ah, ça c'est ça c'est le Mug Now Tech, c'est bien sûr exceptionnel. Alors, petit bonjour aussi, j'en profite à ceux qui écoutent le replay en audio. J'attaque l'émission justement avant de démarrer complètement. Alors j'ai fermé mes trucs là et j'aurais pas dû. Je vais les réouvrir tout de suite. Si vous écoutez le mug, je préfère le dire au début, comme ça on n'oublie pas. Si vous écoutez le mug sur YouTube, en replay YouTube, écoutez bien. Sur le chat, alors là vous avez point d'exclamation replay, vous pouvez utiliser cette commande dans le chat pour obtenir la playlist des replays, que je vais vous montrer aussi maintenant. Je suis désolé, on prend juste vraiment 1 minute pour le faire, parce qu'après on sait que des gens vont venir nous voir et vont venir râler en disant mais c'est plus sur YouTube, blablabla, blablabla. Je vous montre maintenant où on peut trouver cette playlist, parce que les replays complets des mugs ne seront plus sur YouTube en public. Ils seront en non répertorié, mais pas en public. Donc je vous montre ça. Vous allez sur la chaîne Le Mug Now Tech, ouais, voilà. Vous allez là, hop. Vous allez sur la chaîne Le Mug... Non, c'est bon, tout va bien. Et vous avez dans la chaîne Le Mug Now Tech, dans l'onglet playlist, vous avez la playlist replay officielle du Mug Now Tech. Oui, la playlist, alors sauf pour effectivement, me dit Samuel dans l'oreillette, le lien de la playlist est disponible dans la description du replay YouTube. Voilà, donc si vous regardez là, si vous êtes sur une vidéo YouTube au moment où vous écoutez cette vidéo, allez dans la description. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi. Marion, on va pas t'écouter tout de suite. Et donc vous avez la playlist ici à droite, et alors je retrouve pas pour s'abonner, il suffit de cliquer normalement sur le lien de la playlist. Voilà. Et quand vous êtes sur le lien de la playlist, ici, vous avez tout simplement un petit bouton abonnement. Et vous pouvez vous abonner. Sinon, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de mettre en favoris cette playlist. Mais voilà, faites-le. Prenez le temps maintenant de le faire comme ça. Vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas pris en traître. Hein. Voilà, on vous prévient. Ça fait plusieurs moments qu'on vous prévient. Et c'est dit. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa, plein de news aujourd'hui, ça va être très cool, c'est parti. Yves Castel, tu dis je n'ai rien compris. En gros, Yves Castel, sur YouTube, il n'y aura plus les replays en public. Donc ils seront que disponibles sur la playlist.
En gros, si tu dois retenir qu'un seul truc. Mais si tu veux pas t'embêter, et c'est ce qu'on vous conseille, regardez les replays sur Twitch. Ça, vraiment, c'est le moins embêtant, c'est le plus simple. Et c'est ce qu'on vous recommande. Surtout qu'on peut mettre d'autant plus Twitch en écouteur uniquement, et on peut verrouiller l'écran pour écouter sans que le téléphone soit allumé en permanence. Donc ça, c'est quand même très, très chouette. Je regarde s'il y a des petits messages. Tac, tac, tac. En tout cas, oui, l'oreillette fonctionne très bien. Aujourd'hui, dans le mug, nous allons parler... nous allons d'abord rendre hommage à Michael Collins, qui est l'astronaute de la mission Apollo 11. On va en parler tout à l'heure. On va parler de OnePlus. On va parler de rumeurs iPhone 13 qui ont l'air de se confirmer. On va parler de TVA et de produits commandés en Chine et dans d'autres pays. On va parler de 5 leaders mondiaux qui lancent la Software République. Voilà, c'est un petit clin d'œil Star Wars, mais on va en reparler. On va parler de Signal qui ridiculise Celebrite, qui n'est pas une marque dentifrice, bien évidemment. On va parler de Facebook et de ses bénéfices records. Vous allez voir que c'est assez fou. Facebook continue de casser la baraque. On va parler d'Elon Musk aussi et de Tesla, ça va être très rigolo. Et puis surtout, en tartine, nous allons refaire le petit récap de la conférence Samsung, les annonces Samsung qui ont été faites hier lors du Samsung Unpacked 2021, si je ne m'abuse. Voilà. Bon, un sacré programme en tout cas. On va attaquer tout de suite. Je regarde un petit peu vos messages. En tout cas, ça court le matin à Paris et c'est joli. Ah, ok. Bon, écoute, Alf, très bien. Recette record des GAFAM en résumé. Hein, rien de neuf sous le sapin, bien sûr. Sous le soleil, sous le sapin, je ne sais plus. La fatigue est présente. Bonjour à tous. Oui, mais sur Twitch, sur téléphone, on ne peut pas accélérer en x2. Alors oui, il y aura forcément des besoins très spécifiques qui ne seront pas satisfaits, je n'en doute pas. Mais comprenez-nous, c'est une... voilà, on change la chaîne secondaire. Voilà, soyez cool. On est obligé de shifter pour... Enfin, d'évoluer. Hein, sinon, Naotech, ça disparaît. Donc voilà, j'ai envie de dire que s'il y a des gens qui sont pas contents, je l'entends, et on l'entend. Mais comprenez-nous, on fait du mieux qu'on peut sur certains aspects pour continuer d'être dans la course, pour continuer de vous proposer finalement une émission gratuite, ce qui est déjà quand même plutôt cool. Alors, on va parler de Michael Collins. Je vous montre une petite photo, petit hommage dans le mug ce matin à Michael Collins, qui était l'un des 3 astronautes de la mission Apollo 11, la première mission humaine sur la Lune. Hein. Il est décédé à l'âge de 90 ans. Il s'est battu contre un cancer, mais malheureusement, il a perdu. Donc, mais au moins, apparemment, de ce que dit l'article, justement, c'est qu'il est décédé entouré de sa famille. Il est décédé en paix, calmement. Donc, c'est quand même cool parce que voilà, la fin de vie n'est pas une période facile dans la plupart des cas. Et donc oui, hein, Michael Collins est allé sur la Lune avec, effectivement, on le connaît bien, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui ont tous les 3 marché sur la Lune. Ce qui est quand même, quand on y pense, c'est quand même assez fou. Donc voilà, petit hommage ce matin à Michael Collins. Vous le savez, moi j'en ai déjà parlé, l'espace, c'est pas un truc qui me passionne tant que ça, mais c'est vrai que on parle des 3 gars qui ont marché sur la Lune. C'est complètement de la tech d'envoyer des gens dans l'espace, hein, clairement. Donc je voulais rendre un petit peu hommage. Vous pouvez mettre des petits F, évidemment, dans le chat, à un gars qui a marqué l'histoire, tout simplement. Et voilà. Pour ceux, il n'y a pas marché, il n'est pas allé sur la Lune. Comment ça ? Il n'a jamais marché sur la Lune, lui. Ah non, pardon, il a été excusez-moi. Oui, il a été en mission, mais il n'a pas marché sur la Lune. Ok, en fait, il a été... Oh, putain, j'ai vraiment lu en diagonale le truc. Ok, lui, il a été sur l'orbite lunaire, mais il n'a pas marché sur la Lune. Il n'y a que Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui ont marché sur la Lune. Ok. Il n'empêche que c'est un gars qui a marqué l'histoire de l'espace. Excusez-moi. Non, vous avez totalement raison. Il est resté dans le module de contrôle. Ok. Bon, ça n'enlève rien à l'hommage. Il est resté en orbite. Ok. C'est vrai qu'il n'y a que 2 personnes, maintenant que j'y pense, sur les images, il y avait que 2 personnes qui avaient marché sur la Lune. C'était le pilote du bus qui tourne en haut en attendant les potes. Ok. Merci pour la précision, excusez-moi. C'est grâce à lui que les 2 ont marché sur la Lune. Bon, bref, un homme incroyable.
hein. Je pense clairement qu'on peut dire que les astronautes... D'ailleurs, il y a une nuance, il me semble, entre astronaute, spationaute et cosmonaute, qui est ça, c'est une anecdote qui est rigolote, c'est l'origine du pays, enfin de la natalité des personnes, suivant qu'on soit russe, américain ou européen, c'est spationaute, cosmonaute, astronaute. Cosmonaute, c'est Russie, c'est ça. C'est assez marrant cette petite anecdote. Si vous le saviez pas, je savais pas. Russie, c'est cosmonaute, ouais. Astronaute, c'est américain. Spationaute, c'est français. Enfin, français ou européen, j'imagine. Voilà, maintenant, tout le monde, on dit astronaute. C'est ce que tu dis, Bidibule? Ok. En effet, la conquête spatiale ne t'intéresse pas. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que je suis pas assidûment les news là-dessus. Spationaute, ça n'existe pas. Invention médiatique française, le terme officiel est astronaute. Très bien. Merci Oleg Impec pour les précisions. C'est pas une anecdote, c'est la langue. Mais c'est une anecdote dans le sens où peu de gens le savent. Léa Kimka. Merci Citron Bien Mûr pour l'abonnement offert à Lou Phoenix. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci de soutenir l'émission. Donc voilà, un petit hommage ce matin donc à Michael Collins qui a participé à la mission Apollo 11, mission où, encore une fois, je le répète, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. On va avancer, on va revenir sur de la tech plus terre à terre, car nous allons parler de OnePlus. Et c'est d'autant plus intéressant que sur Nowtech actuellement, on est en train d'écrire un gros dossier. Je peux même le dire, une petite enquête, un petit dossier enquête, reportage sur OnePlus parce que y a plein de choses à dire sur OnePlus. C'est une entreprise qui est en train de changer complètement, qui fait des choix pour nous dans la tech un petit peu douteux. Mais effectivement, pour le grand public et pour une majeure partie des gens, en fait, c'est pas forcément des choix qui sont impactants, qui vont vraiment changer Typiquement, on parle des capteurs photo, hein, on a testé le OnePlus Nord, Steven aussi en parlait dans ses vidéos, et on disait que dans la tech, enfin, voilà, quand on teste des smartphones, il y a des choix qu'a pris OnePlus, notamment sur un capteur photo de 2 mégapixels, le capteur macro. On est là, mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Enfin, voilà, on a vraiment il y a eu vraiment des décisions chez OnePlus, ou même ils sont partis. OnePlus a complètement diversifié sa gamme en partant aussi sur de l'entrée de gamme. Enfin, il y a plein de choix un peu bizarres, quitte à faire des smartphones pas exceptionnels, ce qui n'était pas le cas de OnePlus avant. Bref, le OnePlus Never Settle a un peu disparu. Donc ça, c'est vrai que moi, c'est une marque que j'aimais beaucoup, OnePlus. On a même bossé sur YouTube avec OnePlus, que ça soit sur ma chaîne perso ou sur Nowtech. Et c'est vrai que voilà, quoi, ils changent complètement en ce moment. C'est assez intéressant d'étudier la question. Voilà, vidéo en cours d'écriture, pas de date. On vous donne pas de date pour tout ça. Mais effectivement, c'est un sujet sur lequel on bosse sur Nowtech et je suis convaincu que ça fera une très bonne vidéo et que ça sera super intéressant. En tout cas, voilà, on s'éclate à écrire la chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec OnePlus? Eh bien, grosse croissance de OnePlus en Europe. L'entreprise a vu une augmentation de presque 400% des ventes de smartphones, donc 388% de ventes supplémentaires dans le premier trimestre 2021, parce que si on ne donne pas de temporalité, ça n'a pas de sens. Donc, comparé au trimestre de 2020 précédent. Donc quasiment 400% de ventes en plus sur le premier trimestre 2021 comparé au premier trimestre 2020. Mais il n'y a pas que ça. Augmentation de quasiment 300% des revenus. Alors, revenus en anglais, je ne sais pas si ça se traduit par bénéfice ou... attendez, on va regarder. Parce que même un article en français que j'ai regardé pour la news, j'imagine que ce n'est pas les bénéfices, hein, les recettes. J'imagine que si c'est les recettes, il n'y a pas la notion de bénéfice. Mais en tout cas, augmentation des recettes de 286%. Toujours trimestre 2021 comparé à 2020. Donc bref, ce qu'il faut retenir, c'est que OnePlus se porte bien en Europe. Voilà. En Asie, aux États-Unis, on ne sait pas trop, mais en tout cas, en Europe, OnePlus se porte extrêmement bien. Et surtout, de ce qu'ils expliquent dans la presse, c'est que la pénurie de processeurs, enfin de composants électroniques, ne les affecte a priori pas, car ils auraient des relations privilégiées avec des usines, avec des fournisseurs, blablabla.
Si vous voulez d'autres chiffres un peu sympas, 65% des recettes de OnePlus sont liées au flagship, aux smartphones haut de gamme, notamment les OnePlus 9 et aussi les OnePlus 8. Hein, pour un petit peu d'informations. Tout à fait, la conquête spatiale. Belle croissance depuis qu'ils font des prix abordables avec leur entrée dans le milieu de gamme. En fait, c'est ça qui est intéressant, Damien Dulot, tu as raison. C'est que OnePlus, ils sont partis sur du haut de gamme. Ils ont perdu un peu leur côté, on est l'entrée de gamme super efficace. Et là, comme ils se remettent à refaire de l'entrée du milieu de gamme, entre guillemets, ils commencent à attirer un public plus grand, plus large. Mais par contre, les tech enthousiastes, comme nous sommes et comme vous êtes probablement, les enthousiastes, les gens qui apprécient la tech, qui apprécient vraiment le meilleur rapport qualité-prix à l'épinailler sur les petits détails, etc. Nous, on est un peu déçus parce qu'en fait, ils ont changé de fusil d'épaule. OnePlus n'est plus dans une démarche de cibler les fans de tech, ce qui était vraiment le cas au OnePlus One. Hein, vraiment, le OnePlus One, leur com était très comme ça. Mais maintenant, ils ciblent le grand public. Donc effectivement, ça fait mal pour vous et moi, mais c'est stratégiquement plus pertinent, je pense, d'aller taper dans le grand public. Effectivement. Et ils vont mourir dans quelques années. Tu vois, le zinc, je pense pas. Je pense que la marque va se banaliser, mais je ne pense... Enfin, banaliser, je veux dire se répandre. Je ne pense pas que ça va mourir. Je pense pas qu'OnePlus va mourir. Ils sont rentrés dans le rang, complètement. Et là, ils sont en train de faire du Samsung. C'est-à-dire de commencer à proposer plus de smartphones, de taper dans plusieurs tranches de prix. Ils sont en train de s'étendre, de se développer, de taper dans le grand public. Et c'est pas impossible que d'ici quelques années, votre grand-mère qui s'y connaît pas trop en tech, ou votre grand-père, ou des personnes autour de vous, ait un smartphone OnePlus acheté à la Fnac. Je dis ça parce que c'est un peu le cliché des personnes qui vont à la Fnac qui disent au vendeur je cherche un smartphone, et le vendeur aujourd'hui, souvent aujourd'hui il y a du Xiaomi, il y a des trucs un peu, il y a des produits comme ça qui sont proposés. C'est pas impossible que OnePlus devienne une marque au même niveau que du Xiaomi, que du Samsung. Parce que Xiaomi, on les voit beaucoup. Hein. À la Fnac, si vous regardez les rayons à la Fnac de smartphones, Xiaomi sont présents. Hein. Comme quoi leur choix est pas si mauvais. On est bien d'accord, hein, Jérôme, c'est bien le chiffre d'affaires, les revenue en anglais, revenue. Le problème, c'est Oppo qui a dû forcer OnePlus à se développer. Mais il y a eu le départ de Carl Pei aussi. Il y a eu le départ du fondateur originel de OnePlus, Carl Pei, qui effectivement est parti un petit peu... il a fait du bruit en partant, hein, il a un peu fait du vacarme. Et je pense que typiquement Carl Pei était une personne qui était un peu comme vous et moi, c'est-à-dire très fan de tech, à essayer d'optimiser le truc, à avoir le meilleur smartphone, le dernier processeur dedans, mais à un prix de smartphone. Faut se rappeler, j'ai revu la vidéo de Jérôme qui teste le OnePlus One. Rappelez-vous le prix du OnePlus One, il était à moins de 300 €. Alors, si on prend en compte l'inflation, je pense que, parce que c'était il y a 6-7 ans, normalement il faut augmenter de 2% chaque année, mais je pense que si on augmente de 2% chaque année, on est à peu près à 305-310 € pour le premier... non, dans ce cas-là, il faut diminuer, excusez-moi. Mais bref, on est aux alentours, on est entre 250 et 300 € pour le premier OnePlus One. Donc le OnePlus One. Pour un smartphone qui, à son époque, il a fait du bruit, hein, le OnePlus One. Il était vraiment fou, mais probablement aussi que OnePlus ne margeait pas grand-chose sur ce téléphone. Le premier, c'était un flagship killer avec vente sur invitation, tout à fait. Oui, il faut augmenter le prix, pardon. Je suis vraiment pas réveillé ce matin, c'est terrible. J'ai pas les yeux en face des trous. De live hier, ça m'a tué. Entre le shop et le truc et la conférence Samsung, Guillaume Slash, là... Oui, mais en tout cas, voilà, on est aux alentours des 300 €. Effectivement, si on prend en compte l'inflation, si on veut comparer au prix d'aujourd'hui. Tu as complètement raison. Donc effectivement, on serait plutôt aux alentours de 310, 320 € aujourd'hui, mais ça reste des prix absolument raisonnables. Le mien marche toujours. Ça m'étonne pas, hein, il était très bien le OnePlus One. Le OnePlus 9 Pro ne coûte que 100 € de moins qu'un S21 Ultra et est nettement moins bon. Tu vois, Michael Kavin, je suis d'accord avec toi, mais complètement. Mais en fait, il y a une partie du grand public qui va dépenser cette somme et qui va s'en foutre. Et qui va pas savoir la différence entre un S21. Il faut pas oublier que c'est très très difficile de se mettre... En fait, quand on a des compétences sur un sujet,
C'est extrêmement... Et c'est pour ça que la pédagogie est quelque chose d'enseigné, parce que c'est difficile. Mais c'est extrêmement dur de se mettre à la place d'une personne qui ne connaît pas quelque chose. Ou qui n'est pas au courant des spécificités. Typiquement, se mettre à la place de quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance des smartphones, pour nous, c'est difficile à sentir parce que, par exemple, moi, quand je regarde des smartphones, je regarde tout de suite, par exemple, le système d'exploitation, le processeur, la RAM. Je vais aller analyser ça. Genre, je prends un exemple de, je sais pas, mes parents ou même des amis qui sont pas dans la tech, ils s'en branlent. Ils s'en branlent et ils ont la flemme de comprendre ça. Parce que, et par contre, ils peuvent être super doués dans d'autres domaines. Typiquement, j'ai un pote, les smartphones, il s'en fout un peu. Par contre, je lui parle de crypto-monnaie. Vas-y, il me fait un discours pendant 1h30, 2 heures là-dessus. Donc, chacun ses compétences, chacun ses domaines. Mais effectivement, et c'est en ça que OnePlus est en train de se diversifier, de partir dans du grand public, de mon point de vue. OnePlus ressemble de plus en plus à Samsung. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure à Yuga. OnePlus, de mon point de vue, ils sont en train de faire du Xiaomi / Samsung en termes de stratégie. Et je pense qu'ils auraient tort de s'en priver d'un point de vue purement business. Taper dans les tech addicts, dans les tech enthousiastes, n'a aucun intérêt, enfin n'est pas du tout rentable. Parce qu'en fait, on est une méga niche. La preuve avec les iPhone 12 mini. Au final, c'est des iPhones qui se vendent très peu. Pourtant, putain, qu'est-ce qu'on les entend, les gens sur Reddit, hein, les gens qui disent putain, mais l'iPhone 12 mini, mais c'est trop bien, ouais. En fait, non, c'est trop bien. Moi, j'ai un iPhone 12 mini, et donc je suis très content de la taille du téléphone. Ça me convient. Mais en fait, on est une méga minorité. On doit même pas représenter, je pense, même pas 2% de la quantité de vente des smartphones. Mug commandé, merci à toi JPEG au kilomètre, merci à toi, tu parles évidemment de ces magnifiques mugs, vous pouvez taper bien sûr sur le chat !mug si vous êtes intéressé, design fait par une artiste sur Fiverr. Voilà, artiste qui a fait un truc, et c'est d'ailleurs, vous avez reconnu la petite animation, hein, ça vient de là, la petite animation c'est l'icône du mug, et vous avez aussi l'emote. Merci Alpha Team pour le changement de LED. Et vous avez aussi l'emote, hein, quand vous faites un sub, quand vous subez à la chaîne, quand vous vous abonnez, vous avez effectivement l'emote. On voit bien que chaque OnePlus est attendu et scruté, ils ont toujours une certaine aura. Hibou, c'est de moins en moins vrai. Je pense. C'est vraiment de moins en moins vrai parce que Jérôme, si t'es là et que tu veux témoigner là-dessus, mais ça serait cool d'avoir ton commentaire, mais de mon point de vue, de mon ressenti, OnePlus depuis le 7, je m'en fiche. Enfin, tu vois, et pourtant, je suis la tech, je suis les smartphones. S'il y a du Samsung, je vais suivre. S'il y a du Apple, je vais suivre. Mais j'avoue que OnePlus, quand il sortait un gros flagship tous les 6 mois ou tous les ans, je suivais. En gros, pendant que j'avais ma chaîne YouTube, typiquement, je suivais. Mais j'avoue qu'après, j'ai arrêté parce qu'ils ont commencé à sortir le Nord T, le 9T, le Pro, le T, le machin. Et en fait, c'est difficile de s'y repérer. Qu'est-ce que vous dites? Je croyais que c'était de Karina. Peut-être, je sais plus. Non, il me semble que c'est une artiste Fiverr ou c'est Karina. Je sais plus. On s'en fiche. C'est pas très important. J'accroche pas à OnePlus, je suis habitué à Samsung. C'est très bien Samsung. Hein. On va en parler à la fin de l'émission d'ailleurs. Prochain test, je repasse chez Apple, sur Android, Samsung, plus de mise à jour après 2 ans, de plus en plus de ralentissements et divers bugs, obligé de reset usine tous les X mois. Regarde Shimaera Live, regarde quand même si t'as pas des systèmes alternatifs, genre LineageOS et des choses comme ça, pour redonner un peu vie à ton téléphone. Et regarde si c'est pas la batterie aussi. Typiquement le Pixel de ma copine, on a remplacé la batterie, il va beaucoup mieux, hein. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand la batterie commence à faiblir sur votre smartphone, le constructeur peut aussi décider de ralentir un peu votre téléphone pour, Apple fait ça, mais je pense que c'est pas les seuls, pour ménager un peu la batterie et que votre smartphone évite de s'éteindre. Mais ça peut le faire ralentir, c'est un des problèmes. Donc avant de remplacer votre téléphone, pensez Take Your Time, hein, vous le savez, changez votre batterie. Au lieu de jeter votre téléphone. Ou de le faire recycler. C'est bien pour la planète, c'est bien pour votre portefeuille. Là, pour votre portefeuille. Voilà, j'ai envie de vous dire, si la planète vous importe pas forcément,
j'entends. Au moins, pensez égoïstement à votre portefeuille. Voilà, parce que c'est dommage de payer 500 balles dans un nouveau smartphone si le vôtre fonctionne pour une batterie qui coûterait 30 €, quoi. Honnêtement. C'est de l'obsolescence programmée. On peut y voir de l'obsolescence programmée. Il y a un vrai problème quand même sur beaucoup d'Android. C'est vrai, on le sait. Sur beaucoup d'Android, il y a un vrai problème d'obsolescence. À cause des mises à jour. Mais pour moi, je trouve ça absolument scandaleux que 3 ans de mise à jour, ça soit devenu la norme. Pour moi, c'est scandaleux. La norme devrait être 4-5 ans. Ça devrait pas être 3 ans. C'est un putain de scandale. Bref. Avançons, on va parler un peu d'Apple. Que serait un mug sans un petit moment Apple, bien sûr. On va parler extrêmement rapidement de l'iPhone 13. Il y a de plus en plus de photos qui sont publiées sur le net. Et il y a notamment cette photo qui pourrait potentiellement être un iPhone 13 mini. Alors d'ailleurs, je me demande si vraiment ils vont l'appeler iPhone 13. Ça porte quand même... Enfin, voilà, 13 est un chiffre qui n'est pas très bien vu dans les sociétés occidentales, donc je suis un peu... Je m'attends à ce qu'ils l'appellent iPhone 12S, hein, pas iPhone 13. C'est mon pronostic, mais peut-être je me gourre. Et puis même iPhone 13, c'est pas un chiffre qui est très facile à prononcer en anglais. 13, donc je suis un peu mitigé sur le fait qu'ils l'appellent vraiment 13. Alors que 12S, typiquement 12S, facile à prononcer. Donc je voulais vous montrer une image de l'iPhone 13 mini. Pourquoi je voulais vous la montrer très rapidement? Parce qu'encore une fois, c'est des images qu'on voit de plus en plus. Donc les capteurs pourraient bouger de place. Je vous montre aujourd'hui où ils sont sur un iPhone 12 mini. Aujourd'hui, les capteurs, ils sont là. Ah, attendez, parce qu'il y a du reflet, donc ça va être un peu galère. Voilà, les capteurs aujourd'hui, ils sont ici, sur l'iPhone 12 mini. Et si je vous remontre là, vous voyez que les capteurs ne sont pas exactement au même endroit. Pourquoi Apple fait ça? La possibilité, la rumeur, c'est que le capteur derrière, le capteur, parce que là je parle des objectifs, de l'emplacement des objectifs, hein. Le capteur pourrait être un peu plus grand et le fait de le mettre en diagonale, ça permettrait d'augmenter la taille du capteur derrière. Plus on a un grand capteur en image, plus on capte de lumière. Donc c'est un gros intérêt. La pertinence des capteurs photo. Il serait de mon temps de passer au numéro d'année, ce serait plus simple pour savoir l'âge du device. Je pense qu'Apple, JPEG au kilomètre, Apple ne veut pas faire ça. Parce que d'un point de vue marketing, si tu appelles ton téléphone à l'année, ça donne pas envie aux consommateurs d'acheter un... En gros, Apple sort ses smartphones en général en fin d'année. Donc, est-ce qu'ils appellent leur smartphone de l'année suivante? Est-ce qu'ils l'appellent de l'année en cours? Mais ça veut dire que l'année d'après, les gens vont avoir l'impression d'acheter un iPhone daté. Marketingment parlant, je suis assez convaincu que c'est pas une bonne idée. Tu ne mets pas de coque sur ton iPhone? Si, là c'est juste pour vous montrer pour les capteurs, pour les modules photo. Guillaume, en tant qu'amateur de belles images, pourquoi tu t'es équipé d'un iPhone mini? Moi, je l'ai dit plein de fois à Limoshi Moshi. Alors déjà, l'iPhone fait de très belles photos, donc je comprends pas trop le commentaire, mais d'autant plus, en fait, je fais très peu de photos au smartphone. En fait, j'irais même jusqu'à te dire que En fait, dès que je sors quelque part, je prends toujours un appareil photo. Un appareil photo, un boîtier photo. C'est très rare que je fasse de la photo au smartphone. Par contre, attention, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup avoir un iPhone, mais je vais bientôt repasser sur le Pixel 4a. Juste, en fait, j'attends de tester les AirTags. Dès que c'est testé, je vais repasser sur le 4a. Par contre, je tourne beaucoup de vidéos avec l'iPhone. Et c'est pas une vanne. C'est pas un mytho qu'on vous dit sur Nowtech ou quoi. Non, c'est pas une vanne. Je tourne beaucoup de B-roll à l'iPhone 12 parce que c'est un truc qu'on fait sur Nowtech pour vous titiller un peu. C'est qu'en fait, on tourne des B-roll qu'on inclut dans les vidéos et on vous le dit pas. Et on veut voir si des gens repèrent le truc en commentaire. D'ailleurs, faites le jeu, hein, dans les vidéos de Nowtech. Essayez de voir si vous pensez qu'il y a des plans qui sont tournés au smartphone ou pas. Et on est assez malin pour essayer de faire des plans très beaux tournés au smartphone et vous vous en rendrez pas compte. Voilà, non, honnêtement, en vidéo, les iPhones explosent Android. Et pourtant, alors là, je fais une petite digression. J'ai testé l'ultra haut de gamme Android. J'ai testé le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Je vous garantis que c'est le jour et la nuit. Un iPhone 12 mini minuscule, il explose en vidéo un Galaxy Note 20 Ultra. Que ça soit en termes de piqué, que ça soit en termes de simplicité d'utilisation, que ça soit
sur la plage dynamique, je le trouve bien meilleur, que ça soit surtout sur le crop factor, c'est-à-dire que quand on filme avec le Samsung, ça crop dans l'image, ça zoome dans l'image beaucoup. Je vais pas rentrer dans la technique de pourquoi. L'iPhone gère bien mieux ça. Tu sors toujours avec ton Sony, tu es vite chargé. Non, souvent j'ai le Fujifilm pour faire de la photo, un peu de rue, des trucs comme ça. Voilà. On va avancer. On va parler très rapidement d'une nouvelle réglementation. Le problème d'Apple, je trouve, ce sont les flares quand il y a du soleil. Encore une fois, je fais très peu de photos au smartphone. Tu n'es pas le premier à vanter la vidéo sur iPhone, c'est intéressant. Bah, regarde les vidéos Nowtech. Hein. En fait, comprenez-nous, on fait de la vidéo professionnellement sur Nowtech. Si on vous dit que l'iPhone est meilleur en vidéo, c'est pas pour le plaisir de manger des pommes. C'est parce que vraiment l'iPhone est meilleur en vidéo. Mais vraiment, c'est en termes de, enfin voilà, de tout ce que j'ai dit, même en termes de confort d'utilisation, c'est incomparable. Vraiment, c'est incomparable. Si tu joues toujours à l'iPhone, ton Go est fermé par l'iPhone, il est donc logique que ça flatte plus facilement ta rétine. Pas du tout, Hibou. Je t'assure que pas du tout. D'autant plus, Hibou, que j'ai eu là, pendant en gros, 1 an et demi, 2 ans récemment, j'ai eu le Pixel 4a. Donc j'étais habitué aussi à l'image du Pixel 4a. Et je continue de penser que les vidéos sur iPhone sont bien plus agréables et de bien meilleure qualité. Toi, tu as un Alpha 7 III. C'est très bien, Nabil. Hein. Il est très bien, la 7 III de Sony. Hein. Très, 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 très bon appareil photo. Gardez vos questions pour les cornes fac. On va avancer. On va parler d'une nouvelle réglementation. C'est pas la news la plus sexy, mais c'est intéressant d'en parler. La France vise les e-commerçants étrangers. Donc, tous les revendeurs type Alibaba, AliExpress, Geekbuying. Il y a quoi d'autre? Parce qu'il y a AliExpress qui me vient... il y en a un qui me vient pas en tête. C'est pas grave. Pas très important. En gros, la France est en train de foutre des petits taquets parce qu'ils en ont marre que ces entreprises-là... Gearbest, merci le chat, vous êtes merveilleux. La France en a marre que, à cause d'un flou juridique, certains acteurs, certains revendeurs, enfin certaines entreprises de vente étrangères, ne prennent même pas le temps de déclarer la TVA. Hein, on vous le dit assez souvent avec Jérôme, si vous payez des produits extrêmement peu chers, typiquement le marché gris, c'est probablement parce que vous ne payez pas la TVA. Hein, quand vous avez des objectifs photo qui coûtent 20% de moins cher que, donc par exemple sur eBay, qu'en France, c'est parce que la TVA n'est pas payée, tout simplement. Et donc en fait, que fait la France? À partir du 1er juillet, commander un colis sur un site basé hors de l'Union européenne vous coûtera bien plus cher. À ce jour, un colis inférieur à 22 € ne subit aucune taxe. Ceux au-delà de ce montant devraient eux aussi être déclarés pour payer la TVA. En juillet prochain, tous les produits, quel que soit leur montant, seront éligibles à la TVA. Pour le gouvernement, il s'agit d'une manière de stopper la concurrence déloyale que subissent les vendeurs européens et français. En effet, ces derniers déclarent tous la TVA, ce qui implique des prix parfois 20 à 30% plus élevés. Je trouve ça normal. Il y a une règle, tout le monde doit jouer la même règle. Qu'elle soit juste ou pas juste, il faut que tout le monde joue la même règle. Sinon, c'est dégueulasse. Après, on peut discuter de la règle. Typiquement, je ne vais pas partir dans le débat maintenant, mais typiquement, je trouve que la TVA, c'est une des pires taxes possibles parce qu'elle est absolument inégale. C'est-à-dire que tout le monde paye la même valeur, que tu sois riche ou pauvre. Donc, je trouve ça nul à chier. Mais au-delà de ce débat-là, il y a cette règle qui est mise en place. C'est pas normal que des gens ne la payent pas. Enfin, que des revendeurs, que des entreprises ne la payent pas. Étape suivante, TVA unifiée en Union européenne. Il y a plein de choses à bosser là-dessus, hein, clairement. Après, voilà, je suis pas un expert en fiscalité, donc je vais pas me permettre d'aller plus loin dans le débat. Je pense que dans le chat, il y en a parmi vous qui sont meilleurs que moi, qui ont plus de connaissances et de compétences. Mais voilà, c'est compliqué ces règles, mais la TVA est pourrie pour les entreprises. Au sein même de l'Europe, la TVA est différente. Irlande, paradis fiscal. Oui, c'est assez connu ça, pour le coup, que l'Irlande, qu'il y a plein de sociétés qui sont en Irlande, notamment les GAFAM. GAFAM sont beaucoup en Irlande.
On va avancer parce que c'était une petite news, voilà, c'est de la réglementation. C'est intéressant. Si je l'inclus, c'est aussi parce que je trouve que c'est intéressant. Ça permet aussi de voir que peut-être des business models et le fait d'acheter des petits produits sur AliExpress, Back Market et tout, ça risque de changer dans le futur. Après, ça changera pas le fait que si par exemple vous achetez sur AliExpress des petits bracelets d'Apple Watch à 1 euro, même si on rajoute la TVA sur ces trucs-là, bon, vous allez payer 1 euro, 1,25 €, 1,30 € quoi. Bon. A priori, voilà. La crème de la flemme. Tout le monde paye un montant de TVA proportionnel à sa conso, donc c'est très juste, justement. On va pas faire le débat. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On va avancer, on va parler de 5 leaders mondiaux, et pas des petits noms, des grands pontes de grandes entreprises, qui s'unissent pour lancer la Software République. Alors regardez, le logo de la Software République, je le trouve plutôt chouette, honnêtement, pour un espèce de regroupement d'entreprises qui bossent autour d'un projet commun. Ça fait très Star Wars, hein. La police, moi, je trouve qu'elle fait très Star Wars. J'aime pas trop le logo ici, je le trouve pas... Ah putain, vous voyez pas le curseur. J'aime pas trop le logo à gauche, mais j'aime bien le logo écrit, que je trouve très sympa. En tout cas, voilà, mon petit côté geek Star Wars est satisfait, j'ai envie de vous dire. Bref, la Software République a été lancée donc par les dirigeants des entreprises de Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, ST Microelectronics et Thales. Donc Thales, Atos, Dassault, Renault et ST Microelectronics. Donc c'est quand même des grosses boîtes. L'idée, c'est que la Software République a été pensée comme un écosystème d'innovation avec du libre et tout ça, permettant à ses membres fondateurs de mutualiser leurs expertises sur des sujets de mobilité, d'intelligence artificielle, de big data ou encore de cybersécurité pour créer des solutions et des systèmes de la mobilité de demain. Alors, je tiens à dire un truc. Je vous ai bien trié l'article parce que putain, qu'est-ce qu'il était chiant cet article. Beaucoup de termes très bullshit. Très pénible à lire. Vraiment, je vous ai cuté l'article parce qu'il y avait tellement de paraphrases et de termes bullshit pour enrober un texte. C'était... En fait, pour vous dire, en général, le matin, quand je prépare le mug, j'ai un peu la tête dans le cul, ce qui est normal. Je me lève plus tôt que d'habitude. Je me lève à 6 heures. Alors certains vont me dire, mais moi, je me lève à 5 heures, machin. Le problème n'est pas là. Le truc, c'est que si je m'habitue à un certain rythme, en général, je me lève à 7h30, 8h. Si un jour dans la semaine, je me lève plus tôt, j'ai forcément la tête dans le cul. Point. Voilà. Donc, comme j'ai la tête dans les fesses, en général, c'est là où je vois très vite si un article, je le trouve facile à lire ou pas. Et autant il y a un article, celui de Combini juste après dont on va parler, je l'ai trouvé excellent à lire. Mais il y a cet article-là, de Forbes. En gros, il est très terme marketeux. Par exemple, je vous lis une citation du vice-président du conseil d'administration donc de Dassault. Le XXIe siècle est marqué par un changement assez profond, un passage de la notion de produit à une notion de valeur d'usage. C'est une approche complètement nouvelle d'imaginer, de construire et de rendre disponibles ces services. Et en même temps, un voyage excitant car la valeur d'usage est un voyage inclusif par la mise à disposition de la technologie au plus grand nombre. Voilà. Non, en gros, c'est très lourd à lire. Très très lourd. Donc je vous ai trié. Non, en gros, ce qu'il faut retenir de l'article pour aller un petit peu plus à l'essentiel, il y a 5 boîtes, Atos, Dassault, Renault, ST Microelectronics et Thales, qui ont décidé de coopérer sur des domaines, sur notamment des domaines de systèmes intelligents, d'intelligence artificielle pour la connectivité sur les véhicules intelligents, en gros. Des solutions, encore une fois, de simulation et de gestion de données pour optimiser des transferts d'informations. Là, je vous simplifie l'article, hein, vraiment. Et typiquement, ils disent le plug and charge, le fait qu'une voiture électrique branchée sur une borne compatible puisse être automatiquement reconnue. En gros, rendre un peu la recharge, par exemple, des voitures autonomes plus universelle, qu'il y ait une collaboration en fait entre plusieurs constructeurs. L'idée, c'est en gros, au lieu que tous les gens, je prends un parallèle, au lieu que tous les gens aient leur connectique à la con pour charger un appareil,
qu'ils essayent d'universifier le truc, enfin de rendre le truc un peu compatible, un peu transverse. En gros, ces boîtes veulent bosser ensemble sur le software. Voilà. Non, l'idée, c'est pas mal. Encore une fois, c'est une news très business, très... voilà. Mais je trouve ça intéressant de voir que y a des boîtes qui essayent de s'aligner ensemble pour effectivement arrêter de se tirer dans les pattes, arrêter d'avoir leur propre façon de bosser, mais s'harmoniser entre elles. Et je pense qu'elles ont raison. Je pense que sinon, elles perdent de la valeur, en fait, à ne pas faire ça. Enfin, elles perdent de l'argent, tout simplement. Histoire de choper un monopole et d'éviter que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps voir le négatif. Non, je pense pas. Je pense que ils essayent de, effectivement, il y a un truc que je trouve intéressant, ils essayent de faire ça pour assurer la souveraineté de la France et de l'Europe. On le dit tout le temps. On se plaint beaucoup de quelque chose, à juste titre, c'est que... merci Nonox pour ton rabonnement. On se plaint que la France, que l'Europe ne soit pas assez souverain. Que l'Europe ne puisse pas concurrencer les États-Unis ou la Chine sur plein de domaines. Pour une fois que des dirigeants de sociétés européennes s'associent pour justement mieux assurer la souveraineté, avoir plus de force, c'est bien. La souveraineté se fait par la performance et pas par le patriotisme. Justement, le but de bosser ensemble, c'est d'améliorer la performance. C'est un moyen de capitaliser les compétences. Je suis complètement d'accord. Pour aborder de projets de plus grande envergure. Moi, je trouve ça cool. C'est très bien. Ils veulent mettre en place un standard. En gros, ils veulent standardiser à la fois des façons de bosser et à la fois harmoniser certaines façons de bosser, certaines technologies. Je trouve ça très bien. De l'USB-C pour charger les voitures électriques. Ça serait génial. Ça serait génial. Je vais vous raconter une histoire exceptionnelle maintenant, mesdames et messieurs. Quand tu fais une annonce et que tu n'as rien à proposer, les boîtes qui raflent le marché le font vite et sans fanfare. Oh, vous êtes chaud là. Vous êtes chaud ce matin contre les boîtes, contre les grandes entreprises. Je pense pas qu'il faut voir le mal partout. Je trouve ça intéressant que, ok, c'est un effet d'annonce, peut-être que ça va rien donner, mais quand les entreprises européennes sont pas souveraines, on râle, et quand ils essayent de mettre en place des choses, on râle. Finalement, on est un peu en France. Finalement, on se sent à la maison. Par contre, j'ai totalement viré l'oreillette. Je vais remettre l'oreillette. Excusez-moi la modération. Je remets ça. Voilà, tout va bien. C'est quelque chose de très franco-français. Les Alsaciens connaissent le... D'accord. C'est un beau discours. Bon, allez, on va avancer. On va parler d'autre chose, sans transition. On va parler de Signal. Vous allez voir, alors ça, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. C'est une histoire qui est vraiment très, 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 très rigolote et assez géniale. Le gars de Signal est quand même assez malin. J'aime pas tout chez lui. Il a fait des trucs récemment sur Signal avec un truc de paiement mobile. Ça a un peu fait du bruit. C'était pas très cool. Bon, c'est un peu en stand-by pour l'instant. Mais là, on va parler d'autre chose. On va parler de Signal et on va parler de la société de sécurité Cellebrite. Cellebrite, ce n'est pas une marque de dentifrice, bien sûr. Non, c'est... je vais vous lire l'article, il est très bien écrit et l'histoire est assez géniale. En gros, cela fait maintenant plusieurs années que l'entreprise israélienne Cellebrite aide de nombreux gouvernements, polices et organismes de sécurité du monde entier à s'introduire dans les smartphones. On a beaucoup parlé de Cellebrite quand il y avait eu des fusillades, quand il y avait eu des attentats et ce genre de choses. Cellebrite, il y a eu aussi tout le conflit entre Apple et le FBI, justement, et le FBI avait fait appel, si je ne dis pas de bêtises, à Cellebrite pour déverrouiller l'iPhone des personnes qui ont commis des crimes. Voilà, Apple a dit qu'ils ne voulaient pas le faire parce que, et je pense qu'ils ont raison, parce que permettre des failles, enfin laisser des failles de sécurité ou les exploiter, plutôt que de les corriger, est dangereux. Parce que des gens mal intentionnés qui en tireront parti, il y en aura toujours.
Bref. Depuis quelques années, Celebrite a notamment conclu des marchés avec l'État français, fournissant à nos forces de l'ordre des équipements capables d'aspirer en quelques minutes les données des téléphones saisis. Partenaire de cybersécurité du FBI depuis plus de 10 ans, Celebrite est désormais un acteur majeur de l'investigation numérique légale ou inforensique. Si l'entreprise israélienne est parfois pointée du doigt sur les dérives possibles que ces outils permettent, peut remettre en cause son expertise technique. Mais la donne vient de changer. Moxie Marlinspike s'est récemment fait connaître pour avoir créé l'application Signal. Donc c'est le fondateur de Signal, considéré comme l'une des meilleures alternatives à WhatsApp pour protéger ses données. Confiant, le développeur a publié mercredi un article faisant état d'énormes vulnérabilités sur les technologies de Celebrite. Pour résumer, Celebrite utilise principalement deux outils, l'UFED, qui permet de franchir les sécurités pour aspirer des données cachées, voire supprimées d'un téléphone, et le Physical Analyzer, qui montre toutes les traces des fichiers et d'événements dans l'appareil. Logiquement, une telle technologie devrait elle-même posséder d'importantes mesures de sécurité face aux éléments qu'elle analyse. Or, selon Marlinspike, il n'en est rien. Je cite, coup de pub pour Signal. Un super coup de pub gratuit pour Apple en passant. Oui, bref. Je cite le fondateur de Signal. En regardant à la fois les technologies dans Celebrite, nous avons été surpris de constater que très peu de soins semblent avoir été apportés à la sécurité logicielle de Celebrite. Les défenses contre les exploitations de vulnérabilités qu'on retrouve habituellement dans l'industrie sont absentes, ce qui permet de nombreuses opportunités d'exploit, c'est-à-dire de hack. Il n'y a pratiquement aucune limite sur le code qui peut être exécuté. Et alors, là vous vous dites, mais ok, on s'en fiche un peu. Non, ça a un intérêt, et c'est un intérêt pour la justice. Et ça a même un intérêt, justement, même quand le FBI déverrouille des smartphones de gens qui ont causé des fusillades. Écoutez bien. Concrètement, cela signifie que l'on pourrait écouter toutes sortes de programmes malveillants dans les outils de Celebrite. Cette découverte remet en cause l'intégrité des rapports lorsque les données des téléphones sont extraites. Comme on peut hacker Celebrite, comme le logiciel Celebrite est vulnérable, en gros, les données récoltées, en fait, pourraient être de fausses données. C'est-à-dire que si Celebrite est un logiciel qui est troué en termes de sécurité, qu'est-ce qui prouve que les données récoltées dans l'iPhone sont de vraies données et ne sont pas des données bidonnées? Marrant ça, des données bidonnées. Qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas des bidonnées? Bref. Pour illustrer sa démonstration, le développeur de Signal, il donne un exemple. En gros, il fait un exemple, il prouve par l'exemple. En 9 ans d'existence, ce logiciel a fait blablabla. En gros, il dit qu'il y a des trucs de sécurité qui n'ont pas été mis à jour dans Celebrite depuis très longtemps. Depuis 9 ans. Il y a un truc qui est utilisé par Celebrite qui n'a pas été mis à jour depuis 9 ans. Il y a d'autres trucs qui n'ont pas été mis à jour, blablabla. Interrogé par Ars Technica, qui est un journal tech, un représentant de Celebrite a répondu que, je cite, l'entreprise s'engageait à protéger l'intégrité des données de ses clients, auditait et mettait constamment à jour ses logiciels afin d'équiper ses clients des meilleures solutions d'intelligence numérique disponibles. La flûte. Aucun détail n'a été donné sur les vulnérabilités soulevées par Marlinspike. Bref. Je redis une dernière phrase pour conclure là-dessus. Encore une fois, c'est le truc à retenir de cet article. Ces vulnérabilités mises en lumière pourraient donner beaucoup d'arguments aux avocats de la défense lorsqu'il s'agit de contester l'expertise et l'intégrité des rapports générés à l'aide de la technologie de l'entreprise israélienne. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, alors l'histoire est très drôle, très marrante, mais le problème, c'est que l'avocat de la défense, et notamment l'avocat potentiellement d'un terroriste, pourrait, et c'est là où Celebrite ont merdé, pourrait très bien dire lors d'un procès, Celebrite est un logiciel troué de sécurité, de failles de sécurité, prouvez-moi que les données sont des vraies données. Voilà. Fin du game, terroriste acquitté potentiellement. Non, j'exagère un peu, mais potentiellement des peines moins graves. Enfin, vous voyez un peu les implications du truc, et c'est d'autant plus étonnant que Celebrite, c'est une société de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un dicton qui dit les cordonniers les moins bien chaussés, hein? Est-ce que finalement, à chaque fois, ce dicton se vérifie pas, hein, honnêtement? Heureusement que sur ce genre d'affaires, on a aussi des preuves matérielles, complètement. Mais voyez les implications. En fait, c'est là où la tech, elle est trop cool. C'est quand la tech, quand le monde qui nous entoure numérique a des impacts sur notre vie quotidienne. C'est pour ça que sur notre tech, on vous dit, on ne fait pas que de la review de smartphone.
Parce que déjà, c'est chiant, et parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir les impacts de la tech sur notre vie, et sur les procès, et sur plein de choses. Et il y a un jour où je ferai une tartine sur le chiffrement, sur le fait... Là, en ce moment, il y a plein à nouveau de débats sur le... Est-ce qu'il faudrait affaiblir le chiffrement pour accéder au smartphone des terroristes, machin, blablabla. Bah non. Parce qu'affaiblir le chiffrement, c'est affaiblir les maths, et affaiblir les maths, ça n'a pas de sens. Putain. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, ça n'a aucun sens. Un mec malin qui veut faire du mal, il va pas... il va utiliser des maths. Point. Tu peux pas affaiblir les maths. Ça a pas de sens. Putain, ça me saoule. Je suis désolé. Il y a des trucs que je vois actuellement. J'en ferai une tartine parce que je veux pas le débriefer maintenant, mais il y a des trucs que je vois en ce moment sur des lois de sécurité, des machins. Je suis là, mais... Après Signal et la notif qu'un contact est sur Signal, c'est pas ouf non plus, anti-spam, sécurité. Ça n'a rien à voir. Là, en fait, c'est pas de la sécurité, c'est le système de fonctionnement de Signal qui a été fait comme ça. Team faible en maths, Jérôme. Et je suis pas exceptionnel en maths non plus. J'ai toujours eu pour le coup, bon, c'est pas une fierté, hein, mais j'ai toujours un peu peiné en maths parce que je crois que j'avais pris pas mal de retard pendant le lycée. 36-15, je raconte ma vie, hein, complètement. Mais c'est vrai que les maths, ça fait partie des domaines où si tu commences à prendre du retard, c'est dur de rattraper. Chaque homme a le droit à un procès équitable, et ce depuis la fin du Moyen-Âge. Je comprends pas ce que tu as interprété, Pierre. Mais évidemment que tout le monde a le droit à un procès équitable. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Faut pas griller les feux rouges, les gens grillent les feux rouges, faisant sauter les feux rouges. Oui, en fait, c'est exact. Elle est très bien, cette analogie, Jamiz. Elle est vraiment pas mal du tout. Et l'orthographe, n'en parlons pas. Si t'as pas les bases, galère, tout à fait. Hier, une agence a demandé à Signal toutes les infos sur une personne. Ils ont répondu qu'ils n'avaient que la date d'inscription et de dernière connexion. J'ai eu 0,5 en maths au bac. Bah après, ça t'empêche pas de vivre. C'est ce qui compte au final. Si t'es heureux ou heureuse dans ta vie, c'est ce qui compte. Au final, une note n'est qu'un chiffre marqué à un instant T de ta vie, mais fondamentalement, t'as quand même réussi tes études supérieures, mais bien sûr. C'est un autre débat, mais c'est un autre débat. On va pas partir dans les notes et tout. Quand le gouvernement prévoit d'accroître la surveillance par algorithme, tu en penses quoi? On en parlera quand je débrieferai ça dans une tartine. Je pense que tu peux déjà un peu imaginer mon état d'esprit. En fait, puis même, il y a déjà des exemples de collecte massive de données, et au final, c'est pas utile. Parce que trop de données, parce que on le sait, ce qui compte, c'est le terrain, c'est l'investigation de terrain. C'est cette investigation-là qui est efficace. Bref. Et puis d'autant plus que l'hypocrisie de certains gouvernants, de certains hommes et femmes politiques, l'hypocrisie de dire on veut affaiblir le chiffrement machin, derrière tu vois qu'ils utilisent tous Signal ou Telegram. Donc c'est bien que ils ont envie de leur vie privée aussi. Donc me la faites pas à moi, on le sait. On le sait, les hommes et les femmes politiques, ça utilise plus les SMS depuis longtemps. Bref, avançons, parlons de Facebook. Facebook qui voit ses bénéfices exploser. 9,5 milliards de dollars au premier trimestre 2021. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, on critique beaucoup Facebook, mais il pèse encore dans le game. Très 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 bien. Facebook a quasiment doublé son bénéfice net en un an, à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre. Vous vous rendez compte, doubler un bénéfice, doubler de 4 milliards, entre 4 et 5 milliards. C'est énorme. Son chiffre d'affaires de 26,2 milliards de dollars, plus 48%, j'imagine par rapport au trimestre de l'année précédente, issu essentiellement des recettes publicitaires, est aussi largement supérieur aux attentes du marché. Le titre Facebook prenait 5% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street, mercredi. Il y a quand même, je vais tempérer un peu, il y a quand même là, avec ce qu'a fait Apple récemment sur leur mise à jour 14.5, je pense que la croissance de Facebook va pas s'arrêter. Je pense qu'elle va ralentir parce que le marché, le business model publicitaire de Facebook est quand même mis à mal avec cette mise à jour. Il y a quand même un changement en ce moment au niveau des lois, notamment sur la protection de la vie privée
Depuis quelques années, les choses évoluent. Et c'est le pari que j'ai pris dans le rendez-vous tech de Patrick Béja. Mais j'estime que d'ici 10 ans, le business model de Facebook et de Google, le principal business model de Facebook et de Google ne sera plus le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la collecte massive de données pour faire de la pub. Je pense que dans un futur de 10 ans, ça ne sera pas la même chose. Ça continuera d'être une partie de leur business model, mais je pense... Typiquement, je vois très bien Google évoluer sur du service. Beaucoup plus sur du service, potentiellement à destination des entreprises, mais je pense qu'il y a un shift qui va se faire comme ça. Je ne suis pas convaincu que la collecte massive de données puisse être viable en fait dans les prochaines années qui arrivent. Je me gourre peut-être. De toute façon, c'est du pari. Il y a probablement 9 chances sur 10 que je me gourre complètement. Mais de ce qu'on en analyse sur Nowtech, il y a des chances que ça évolue un peu comme ça. 10 ans, c'est noté. Il y a une personne qui va me ressortir le 29 avril dans 10 ans. 29 avril 2031. Guillaume, en fait, Google, il est encore là, hein, et il fait encore de la pub. Facebook aussi. Bref. Pour d'autres chiffres intéressants, près de 1,9 milliard de personnes utilisent Facebook tous les jours. C'est énorme. Soit 8% de plus qu'il y a un an. Et donc ça, c'est que Facebook. Et 3,45 milliards d'utilisateurs se servent au moins d'une des plateformes du groupe tous les mois. Donc Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Voilà en gros. Pour des petits chiffres pour vous. Google a des clouds privés, Facebook sorte de forum blog pour les entreprises et les petits groupes. Il y a plein de façons d'évoluer. Hein. Google peut très bien partir sur comme Amazon avec AWS. Hein. Enfin, ils le font déjà d'ailleurs, ils font déjà de l'hébergement. Mais c'est pas du tout impossible. Microsoft est sur la bonne voie, plus que Google, mais tous les GAFAM ont des résultats impressionnants. Microsoft fait partie des GAFAM qui justement ne basent pas leur business model sur les données utilisateurs. Ils ont une démarche beaucoup plus professionnelle, Microsoft. Complètement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Microsoft, je trouve que Microsoft fait partie des boîtes qui a une bonne aura. Alors après, on sait qu'ils bossent avec le gouvernement américain. Enfin voilà, les données sont transmises s'il y a des choses qui se passent et tout. Mais Microsoft, effectivement, je trouve, a resté un peu en retrait en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais Microsoft est un peu en retrait sur toutes ces questions de vie privée, sur tous ces trucs-là. On n'en parle pas trop. Enfin, il s'implique pas trop. Hein. Il communique le moins possible là-dessus. Et je pense que c'est plutôt stratégiquement malin de faire ça. Parce que là, en fait, ils sont un peu en mode « Ok, on est là. Bon, on observe. Comment ça se passe? Ouais, Facebook, Google. Facebook, ouais, Google. Vous vous faites bien taper sur les doigts en ce moment. Hein. Il y a la moula qui arrive, mais vous faites aussi taper sur les doigts. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Dans 10 ans, tu auras remplacé par une IA beaucoup plus rentable. Complètement. Bien sûr. Bien sûr. Et beaucoup moins de gauche et de droite en même temps, surtout. Pourquoi l'émission du jeudi ne s'appelle pas la bouteille de Guy? T'es con. Microsoft existe depuis plus longtemps que la bulle Internet. Ils n'ont pas la même façon de bosser. Ça leur donne un aspect plus pro. Microsoft est aussi une boîte pro qui fonctionne sur des solutions pour des métiers. Est-ce que Facebook... le réseau social est considéré comme séparé de Messenger? Je pense que oui. Non, il y a énormément de gens qui utilisent Facebook. Hein. L'impact de Facebook est énorme. Bref, avançons sans transition, parlons, et on va terminer, c'est le dernier article d'aujourd'hui, on va terminer avec Elon Musk, qui n'est pas une personne que je porte spécialement dans mon cœur. Je sais qu'il y a des gens qui adulent Elon Musk. Moi, je suis de loin. Je trouve que c'est un personnage de la tech intéressant. Au moins, il a le mérite de faire parler un peu de lui. Même beaucoup. Et petite anecdote un peu sympa, quelques petits chiffres sur Tesla et des petites déclarations d'Elon Musk. Donc Tesla a vendu près de 500 000 voitures électriques l'année dernière, pas mal, même carrément bien, et affirme être en bonne voie pour en livrer plus de 750 000 en 2021. Mais Elon Musk a déclaré que l'entreprise avait dû traverser l'enfer pour arriver à ce niveau de production. En gros, lundi, le PDG a déclaré que s'attaquer aux problèmes de production et aux contraintes d'approvisionnement de Tesla présentait un problème logistique qui faisait paraître la Seconde Guerre mondiale insignifiante. Toujours dans les petits termes un peu... ça bourrine. Nous parlons de millions de voitures, d'une chaîne d'approvisionnement mondiale et massive de 50 pays et des dizaines de régimes réglementaires. Il dit ça en mode... en fait, oui, l'échelle... Enfin, le nombre d'intermédiaires, le nombre...
d'endroits où les pièces de la voiture transitent pour construire la voiture, c'est complètement fou. Ah, j'ai mon deuxième écran qui a pété un câble. Non, c'est bon, tout va bien. Typiquement, il parle... voilà. Enfin, il dit ça. Elon Musk a déclaré que la principale réussite de Tesla n'était pas de développer une voiture électrique, mais plutôt de devenir la première nouvelle entreprise automobile américaine à atteindre la production en série sans faire faillite. Moi-même et de nombreux autres employés de Tesla avons fait plusieurs ruptures d'anévrisme pour y parvenir. Pour illustrer son point de vue selon lequel les petits contretemps et les retards peuvent bouleverser toute la production, l'homme d'affaires a déclaré qu'à un moment donné, Tesla avait dû arrêter la construction de la Model S, qui est une voiture de Tesla, en raison d'un manque de moquettes dans le coffre et qu'une autre fois, l'entreprise avait dû faire une razzia dans les magasins d'électronique de la région de San Francisco pour trouver des câbles USB. Pendant quelques jours, personne ne pouvait acheter un câble USB dans la baie de San Francisco parce que nous les avions littéralement tous achetés pour les mettre dans les voitures. Il dit il y a des centaines d'histoires comme celle-là. Bref, c'est assez rigolo. Je suis tombé sur un fil Twitter avec des exemples de problèmes de fabrication sur les Tesla, ça fait un peu peur. Ouais. Il y a aussi des problèmes de moquettes apparemment. Enfin bref, c'est assez rigolo. Salut Sherlock Toms, bienvenue à toi. La Seconde Guerre mondiale, what the fuck, il la laisse tranquille. C'est un communicant, Vaya. Il fait ça parce que justement, les gens en parlent. Et pendant ce temps-là, les autres constructeurs livrent 10 fois plus vite de voitures que Tesla. Ouais, mais Tesla a une aura de nouvelle entreprise. Tesla, c'est un peu... Au final, c'est un peu comme Shadow. Tu sais, c'est un peu l'entreprise qui arrive et qui peut avoir des problèmes de production, de choses comme ça, mais t'as envie de tester, tu vois. T'as envie de poser tes fesses dans une Tesla et de tester. Je suis pas du tout bagnole, mais s'il y a bien une marque qui me fait plus envie que les autres, c'est bien Tesla. Ils ont un côté bien plus... cool que les autres marques, qui ont un côté très vieillotte, très vieillissant. Problème de moquette, ils vont vider le stock chez Hyper Tapi. Monter dans une Tesla, c'est vraiment autre chose. Tout à fait. Il y a des vidéos de... comment il s'appelle ? Un streamer. Jiraya. Il y a des vidéos de Jiraya qui sont à pleurer de rire. Où il est dans la Tesla et... c'est énorme. Tesla, c'est de l'iPhone de l'automobile. Ils ont plein de défauts matériels, mais ça marche dans le software. J'adore comme il y a toujours des petits tacles iPhone, tu sais, glissés discrètement. Je suis pas d'accord avec toi, Dark Hammer, mais ok. Tesla, c'est une voiture de geek. Ah oui, non, mais complètement. D'ailleurs, c'est un truc qui risque de leur coller un peu trop à la peau, je pense. J'ai une Tesla, il est reconnu que c'est pas top en assemblage, mais après, quand on a une Tesla, on sait pourquoi on n'achète pas ça sur un coup de tête, on est ravi, même avec les défauts. Je pense aussi. N'hésite pas à partager un peu ton retour dans le chat, Elon, The Old Player. Qu'est-ce que t'en penses de ta Tesla ? Se faire briser les phalanges par une poignée de porte Tesla automatisée, ça n'a pas de prix, c'est vrai. S'il fumait un peu moins la moquette, il aurait pas autant de pénurie. Peut-être un peu, ouais. C'est vrai qu'il avait fumé de la bœuf, enfin du cannabis en direct. Putain. Le coussin péteur des Tesla. Mais c'est con. Mais quel est... Clément et les gens. Je sais qu'il y a des gens qui se sont moqués du coussin péteur dans les Tesla, mais regardez-moi droit dans les yeux. Quand vous avez eu votre premier smartphone, genre iPhone ou Android, c'est quoi les premières applis que vous avez installées ? Regardez-moi droit dans les yeux et soyez honnête avec vous-même. Regardez, faites une introspection. Regardez-vous et assumez que vous avez installé une appli de coussin péteur. Assumez-le. On le sait tous. Bien sûr que vous l'avez fait. Ou une boîte à meux, si vraiment vous êtes pas... Voilà. Bien sûr, et évidemment, dans le chat, il y a des gens, ils vont faire « Jamais, mais je ne m'abaisserai pas à ça. » Mais il y en a plein qui se cachent. Je vais faire un sondage. Sondage extrêmement important, bien sûr, dans le mug. Nouveau sondage. Vous avez installé au moins une fois une boîte à prout. Vous avez installé une app pour... Comment je pourrais le dire ? Vous avez installé une app Prout. Oui. Assumez. Assumez-le, je le sais au fond de vous. Oui, non, je le sais que vous l'avez fait. Le sondage est lancé. Mitonnez pas, je vous vois. Ne mentez pas, je le sais, je vous vois. Non mais,
Oh, c'est quoi ce sondage? C'est quoi c'est tous ces noms-là qui... Hein? Ça assume tellement pas. Vous assumez pas. Je plaide coupable. Vous l'avez fait. Je le sais. Je le sais que vous l'avez fait. Je vous vois. Là, pas avec le niveau de bière, bien sûr. C'est comme l'historique sur la version Android. Non, pas fait, j'ai raté ma vie. Non, moi, je l'ai pas fait car c'est pas drôle, en fait, mort de rire. Ah, mais je dis pas que c'est drôle. Même moi, quand je l'ai fait, j'ai pas forcément rigolé. Mais tu l'as fait. Je le sais au fond de toi. Moi, je trouve que vous n'êtes pas honnête. Et donc, vous savez quoi? Je ne lirai pas les résultats du sondage. Car vous faites preuve de mauvais... Je vais me mettre à dos tout le monde, puis il n'y aura plus personne dans l'émission du jeudi. Je ne lis pas le sondage. Faut que je fasse de la langue de bois. Comment on fait de la langue de bois déjà? Vous savez, sur Nowtech, nous sommes une force et des vecteurs de transformation numérique dans les émissions et les productions audiovisuelles, car nous essayons de disrupter le marché en... C'est insupportable. Allez, j'arrête. J'arrête. Nous, avant de passer à la tartine où on va parler de la conférence Samsung, nous allons parler de notre sponsor. Alors, il y a bien sûr 2 sponsors. Nous avons Pritel et ExpressVPN. Mais Pritel, normalement, c'est Jérôme qui vous en reparle beaucoup plus en détail demain matin. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ExpressVPN, bien sûr. ExpressVPN, c'est le... donc, vous êtes 2 tiers à jamais avoir installé une app. Ok, super. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Nous allons parler d'ExpressVPN. Donc, ExpressVPN, vous les connaissez, vous avez le lien qui va être mis dans le chat. C'est un VPN, ça permet de naviguer sur Internet en camouflant son adresse IP, ça permet de changer de pays, en fait, de simuler, de complètement se faire passer pour une personne dans un autre pays. Ça n'enregistre pas, ça prend votre vie privée au sérieux, ça n'enregistre pas vos logs. Vous avez 160 localisations serveurs dans le monde et c'est compatible pour Windows, Mac, iOS, plein d'appareils, vous ne serez pas du tout limité. Vous avez sur ExpressVPN 1 mois d'essai gratuit et si vous prenez un abonnement d'1 an, eh bien vous avez 3 mois offerts. Donc en gros, vous ne payez que 9 mois. Voilà, donc n'hésitez pas à tester ExpressVPN, le lien est mis dans le chat et je vous propose maintenant que nous passions à la tartine. Nous allons parler et nous allons faire un petit récap de la conférence Samsung, les Samsung Galaxy Book. Alors déjà, j'ai envie de poser une question dans le sondage. Est-ce que vous saviez que Samsung faisait des ordi portables? Impossible de supprimer le sondage. Non, je vais faire un nouveau sondage. Samsung fait des ordi portables. Est-ce que vous le saviez déjà? Je savais pas. Samsung fait des ordi portables. Je savais pas. Est-ce que vous le saviez? Je suis juste un petit sondage un peu curieux pour évidemment effacer la honte du sondage précédent. Bien sûr. Bien sûr. Je vais peut-être me faire mon chieur avec... Rien ne prouve... Je vais peut-être faire mon chieur avec ExpressVPN, mais rien ne prouve, tout comme pour Apple et les autres, qu'ils n'enregistrent pas vraiment. En fait... Tout est une question de confiance, évidemment. Alors après, ExpressVPN a fait tester la vie privée et tout par un organisme tiers. C'est expliqué sur leur site, donc n'hésite pas à aller voir Apple Computer. Mais fondamentalement, tu n'as pas tort. Tant que tu n'es pas dans les serveurs à regarder ce qui passe, bien sûr que tu ne peux jamais savoir. Maintenant, le problème de ça, c'est que dans ce cas-là, ne navigue pas sur Internet. Parce que le truc, c'est que tu ne peux jamais être sûr à 100% que tu es sur le bon site au bon moment. Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu pousses cette réflexion-là, en fait, tu vas te connecter, par exemple, au site de ta banque. Tu vas dire, je suis en HTTPS, mais tu vas commencer à être parano en mode, mais est-ce que je suis vraiment sur le site de ma banque? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours aller très très loin là-dessus. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance, et a priori, ExpressVPN fait tester tout ça par un organisme tiers. Tac. Donc, on va avancer. Et donc, je vais vous faire un petit récap
Et alors le sondage, oui, avant d'attaquer sur le récap de ce qu'a annoncé Samsung, vous êtes quand même un tiers des gens qui ne savaient pas que Samsung faisait des ordi portables. Comme quoi, alors est-ce qu'on peut dire qu'ils ont mal communiqué? Oui, je pense qu'on peut le dire, parce que ça, c'est pas... Enfin, ils avaient déjà des ordi portables depuis longtemps, c'est juste la gamme des Galaxy Book n'était pas en France, mais c'est fou de se dire que voilà, un tiers des gens ne savaient pas. Pourtant, en plus, si vous regardez l'émission, vous êtes un peu plus dans la tech que la moyenne des Français, donc c'est assez fou. En gros, qu'est-ce qu'a annoncé Samsung? Ils ont annoncé 4 ordinateurs portables. Ils ont annoncé le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro, le Galaxy Book Pro 360 et le Galaxy Book Odyssey, qui lui est le PC portable de gamer. Hein, vraiment le bon gros PC portable. Le Galaxy Book Pro et Pro 360 sont les ordinateurs dédiés à la productivité. C'est pas des ordis où il va y avoir des grosses cartes graphiques, mais c'est des ordis qui vont être assez fins, assez légers. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Hein. Par exemple, le Galaxy Book Pro tout court pèse moins d'1 kg, 868 grammes, donc c'est quand même très très chouette. Malheureusement, Samsung n'a pas tenté le coup, n'a pas pris le chemin pour l'instant de l'ARM, c'est-à-dire de faire des processeurs, le même type de processeur qu'on a sur Apple maintenant, c'est-à-dire des processeurs M1, nouvelle architecture ARM, celle qu'on retrouve dans les smartphones. Donc on est encore sur l'architecture x86, qui n'est pas une mauvaise architecture en soi, mais c'est vrai que c'est une architecture qui commence à vieillir, qui apporte beaucoup de puissance, mais qui n'apporte pas encore un rapport puissance-consommation électrique moderne, on va dire. Bref, donc voilà, on reste sur des processeurs de ce type-là. Je vous montre peut-être un peu des images de ces ordinateurs-là. Là, donc, c'est les Galaxy Book Pro. Voilà, vous avez une image ici. Bon, c'est un petit peu petit, mais vous voyez un peu l'idée. C'est vraiment des ordinateurs portables. Je ne trouve pas qu'ils aient un design très iconique, honnêtement. Je suis pas super fan du design. Je trouve que le design est cool, mais c'est pas iconique. Ça manque un petit peu de personnalité. Il n'empêche qu'il y a un truc que je trouve extrêmement chouette sur, on va dire, l'ensemble de leur gamme Galaxy Book, même l'entrée de gamme, c'est que globalement, ils régalent bien en termes de connectique, c'est-à-dire que sur chaque ordinateur, il y a au moins de l'USB-C, il y a de l'HDMI, il y a toujours un port HDMI, il y a toujours un port micro SD, il y a toujours une prise jack. Sur certains, il va y avoir des ports USB type A, donc les ports assez classiques. Il y aura donc USB type C, il y aura du Thunderbolt 4 sur la gamme Pro. Thunderbolt 4 qui permet de brancher jusqu'à des écrans 8K, donc ça bourrine bien. Donc ça, c'est quand même très très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Galaxy Book Pro 360? Celui-là, il a une charnière et il est livré avec un Galaxy S Pen, donc le stylet de Samsung. Donc ça va permettre de prendre des notes, ça va permettre de faire du croquis. Il est très bien en plus, le stylet du Galaxy S Pen. Le Galaxy Book tout court, c'est le PC entrée de gamme qui commence à $549. C'est un écran Full HD 15,6 pouces. Voilà, c'est l'entrée de gamme, mais qui apparemment est quand même pas trop mal. Le Galaxy Odyssey, quant à lui, c'est la version de la gamme des ordinateurs portables qui est fait pour les gamers avec une RTX 3050. Donc on est sur quelque chose effectivement de bien plus puissant. Voilà, en gros, et ce qu'a présenté aussi Samsung durant la conférence, c'est tout ce qui bosse sur l'écosystème Samsung, hein, le fait que, voilà, en gros, il y a plein... Imaginez un petit peu ce que fait Apple avec tout ce qu'on a typiquement avec AirDrop, avec le centre de contrôle pour les appareils domotiques, le fait d'avoir l'application Message sur Windows. Enfin voilà, il y a eu un gros boulot entre Samsung et Microsoft pour que sur Windows, sur les Galaxy Book, il y ait une grande intégration entre le smartphone et l'ordinateur portable. Donc honnêtement, c'est plutôt chouette ce qu'ils font. On prend pas d'engagement parce que ça, c'est pas une bonne pratique, mais peut-être que c'est un truc qu'on testera sur Nowtech, le fait de voir un peu l'intégration. Peut-être que si Samsung veut aussi bosser avec nous, ça pourrait être intéressant. Mais de voir un peu l'intégration entre un smartphone Samsung et l'intégration avec un Galaxy Book. Ça serait super intéressant de voir ce qu'on a, le fait de répondre aux messages directement depuis l'ordinateur portable, de prendre un appel depuis l'ordinateur portable, parce que c'est possible. Donc voilà en gros un petit peu pour les résumés, pour ce qu'on peut savoir là-dessus.
Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous montre une image aussi un peu pendant là. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les écrans, c'est des écrans AMOLED, donc ça c'est chouette. Compatible avec une carte SIM. A priori, vous pourrez mettre une carte SIM. Qu'est-ce que je vous ai pas trop dit? Bon, oui, écran 8K. Un chargeur qui a été réduit, gallium nitride. Hein. C'est grâce au gallium nitride qu'on commence à avoir des composants, enfin des chargeurs pardon, qui sont plus petits. Ça, c'est quand même très très chouette. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des chargeurs 20 watts qui font vraiment la taille qui sont tout petits. Ça, c'est très chouette. Et puis voilà, pas grand-chose d'ultra excitant, très honnêtement. Sinon, pour parler un peu de la conférence, bon, les gens vont nous traiter de fanboy Apple, mais voilà, il y a quand même une différence en termes de qualité de production, en termes de ton, en termes de plein de choses. Hein. La conférence était quand même un peu monotone, un peu trop, je trouve, dans le délire de caler des mots marketing à tout prix, genre empowerment, expérience, machin et tout ça. Enfin, un peu trop là-dessus. Un peu pas assez tangible, je trouve. Clairement, je trouve aussi que les speakers manquaient un peu d'entraînement, manquaient un peu d'aisance. Et c'est vrai que quand tu te tapes une keynote d'Apple une semaine avant et que tu arrives sur une présentation de Samsung, tu vois la diff, quoi. Tu vois la diff, c'est moins intéressant, c'est moins bien fait, ça a des longueurs qui sont pas nécessaires. Voilà, en gros, pour un peu mon avis. On va avancer, on va passer au corn fact. Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. Et puis sinon, eh bien, on va pas tarder à arrêter l'émission. On passe au corn fact. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est une section qui est libre, les corn fact. Vous pouvez poser n'importe laquelle de vos questions. En attendant d'en voir quelques-unes, je vous rappelle, pour ceux qui écoutent l'émission sur YouTube, de vous abonner ou de mettre en favori la playlist des replays des mugs. Playlist que vous retrouverez, celle-là, elle restera visible sur la chaîne Le Mug Now Tech sur YouTube. Mais c'est juste que les replays complets ne seront plus publiés sur cette chaîne, sur la chaîne Le Mug Now Tech. Donc voilà, ne soyez pas surpris, on vous prend pas en traître, on vous prévient, ça fait 2 semaines qu'on vous prévient maintenant. Donc voilà, comme ça vous êtes, c'est indiqué quoi. Durant la Worldwide Developer Conference pour le M2, je pronostique à 99%. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que les MacBooks vont être annoncés à la Worldwide Developer Conference. J'ai vu plein de YouTubeurs parler de ça. Je dois avouer que je n'y crois pas trop. Même si plein de rumeurs, j'y crois pas trop, parce que les Worldwide Developer Conference, depuis plusieurs années aujourd'hui, ne proposent pas de nouveaux produits. Et Apple, en général, à la WWDC, ne mettent pas en avant des nouveaux produits. Peut-être qu'ils vont teaser, mais je ne pense pas que les nouveaux Mac vont être disponibles, les M1X et les M2, je n'y crois pas. C'est des conférences pour le développeur. Il y a déjà tellement de choses à dire sur les mises à jour d'iPadOS, d'iOS, de macOS. Je ne pense pas qu'ils vont annoncer les nouveaux Mac, ou s'ils le font, ils ne vont pas les rendre disponibles à l'achat. Ils vont juste les teaser. Je pense que tout le hardware va sortir en fin d'année. Ouais. Je me tâte entre un Fire Stick et une Chromecast. Quel est ton avis? Je ne connais pas très bien les deux produits, mais il me semble que le Fire Stick est un peu mieux. Pour du montage vidéo occasionnel, une carte graphique dédiée sur son PC est obligatoire, très conseillé, surfait. Surfait complètement. Vraiment. Il faut juste quand même que tu aies un processeur pas trop dégueulasse. Si tu as un budget limité, par exemple, du Apple M1 est vachement bien pour du montage vidéo. Même du montage 4K pour du YouTube, tu seras tranquille, mais même pendant des années. Guillaume, je viens de réessayer, je ne vois pas le bouton pour s'abonner à la playlist. C'est pas dispo sur mobile, il faut que tu t'abonnes sur un navigateur web PC ou Mac. Un MacBook Pro M1 pour faire du dev. Ah oui, tu peux foncer. Alors, le seul souci, c'est que il n'y a pas encore tous les trucs de dev qui sont 100% compatibles. Donc, je ne veux pas m'engager là-dessus, je ne peux pas te le garantir. Mais il y a plein de devs qui sont sur les M1 et qui sont a priori contents, hein, honnêtement. À quelle heure démarrent les précommandes de l'iPad Pro? Je sais pas.
Demande à Apple. Non, en vrai, ils bougent, j'exagère même pas. Hein. Contacte le SAV d'Apple. Contacte le chat et tu leur demandes. Il y a encore plein de softs pas dispo sur le M1, ouais. Sur Notech, on a investi dans un petit Mac Mini M1, on va bientôt vous en parler sur la chaîne. Donc si vous êtes encore un peu hésitant sur du M1, attendez notre vidéo. Je vous préviens tout de suite, la réponse va être chiante parce qu'on va pas vous dire acheter un M1. On va vous dire qu'on avait tort d'attendre pendant plusieurs mois. Mais d'un autre côté, on n'avait pas si tort que ça parce que c'est une première génération, on n'avait pas envie d'investir trop vite. Mais en fait, on avait un peu tort quand même d'attendre parce que le M1 est assez bluffant. On a un Mac Mini M1. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui dans le monde du M1. Je trouve qu'investir dans un MacBook Pro ou Air M1, c'est pas forcément le meilleur choix et j'attendrai vraiment la mise à jour du châssis qui va arriver d'ici la fin de l'année. Si j'étais vous, hein, et si vous deviez investir... Ah, alors à moins que ça soit un besoin, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un ordi portable, absolument, clairement, vous ne serez pas déçu avec un MacBook Air ou un MacBook Pro M1. Tout le monde en est content. Mais si vous pouvez être patient encore quelques mois, vous serez super content, vraiment. Guillaume, j'ai essayé le navigateur Firefox et ça ne marche pas. Alors Christophe, attends, on va voir ça ensemble. Normalement, Christophe, tu vas sur YouTube. Attends, on va le faire ensemble. Tu tapes le Mug Nowtech. Tu vas sur la chaîne. Dans la chaîne, tu vas avoir Playlist. Dans Playlist, tu as ici Replay officiel. Afficher la playlist complète juste en dessous là. Et dans la playlist complète, ici, tu peux t'abonner. Je te zoome un petit peu. Sinon, mets la playlist en favori. Et la cloche. La cloche, ça veut dire que tu vas avoir les notifications en haut à droite. Je développe sur un Mac Mini et sur du Linux, à part l'interface, ça change rien. C'était surtout une erreur de croire que c'est une première génération. Apple fait des processeurs depuis longtemps. Oui et non. Oui, ils font des processeurs depuis longtemps, mais il n'empêche que c'est une nouvelle... Faut pas oublier quand même qu'il y a des différences entre les processeurs A quelque chose d'Apple et le M1. Le M1, ce qui fait... En fait, pourquoi le M1 arrive à émuler l'ancienne architecture, le x86, c'est parce qu'Apple a bossé les processeurs pour aussi inclure des composants dans le processeur M1 qui arrivent à mieux lire l'ancienne architecture. Donc oui, ils savent faire des procos, mais c'est pas juste un proco de smartphone qu'ils ont amélioré. En gros, ils ont pas pris du A15 qu'ils auraient bidouillé et ils ont renommé le truc en M1. C'est pas juste un renommage de processeur mobile. L'iMac est-il dispensable si on a le MacBook M14 M1? Ah oui, complètement dispensable. Enfin, t'en as pas besoin, quoi. En gros, si vous avez du M1, clairement, prenez pas un autre M1. Ça n'a aucun sens. Quel Mac choisir pour faire de la bureautique fixe ou portable? Alors, attention, si vous êtes plein à vouloir investir dans des Macs, vous savez que pour soutenir la chaîne, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez 2 commandes qui sont dispo. Vous avez !AMZ, !Fnac. Ces 2 commandes, elles vous permettent de... Alors, je viens de tester, c'est marrant, il prend que la première. Ces 2 commandes vous permettent d'avoir notre affiliation. Si vous achetez un produit, on touche une petite commission. C'est un moyen indirect de financer la chaîne. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien, faire l'achat, et nous, ça nous soutient. Quel Mac choisir pour faire de la bureautique fixe ou portable? Juste un écran assez grand. Je viens de créer une entreprise et j'ai pas mal de taf sur PC en matière de facture et de vie. Je le fais à l'iPad pour le moment, donc je veux garder la possibilité de le faire sur les 2. Prends le premier Mac Mini M1 entrée de gamme. Et tu te prends un petit écran externe. Si t'es en déplacement, par contre, prends un MacBook Air. Lou Jeunesse, tu prends le moins cher des Mac Mini. Hein. Enfin, des Mac M1, pardon. Prends le moins cher. Je sens qu'on va craquer pour l'iMac M1 pour ma mère qui traîne un iMac de 2007. Bah ça va, 2007, il a bien vécu. Et puis elle sera très contente. Et puis encore une fois, le M1 permet de faire du montage 4K, permet de faire de la retouche photo pro. Vous serez pas bloqué avec un M1. Hein. Les seuls gens qui sont bloqués avec un M1, c'est les gens qui font du montage vidéo avec des gros fichiers. Mais quand je dis gros, c'est 6K, 8K.
ou qui ont des logiciels qui ont vraiment des demandes processeurs très, très, très puissantes. J'imagine par exemple des logiciels qui font de la 3D, des choses comme ça. J'imagine des logiciels scientifiques aussi. Clairement, des logiciels comme ça, le M1 n'est pas forcément adapté. Ou de la production audio aussi. La production, donc la MAO, si je dis pas de bêtises, musique assistée par ordinateur, production musicale, il me semble que c'est ça. Prenez pas du M1. Prenez des ordi avec un max de RAM. Prenez des ordi, des Windows ou des Mac, mais prenez des trucs avec 64 Go de RAM ou 128. J'exagère pas. Pourquoi ? Parce que les plugins audio, ça je le sais pour avoir fait ça pendant une période de ma vie, les plugins audio prennent une quantité de mémoire vive hallucinante. Alors oui, et ça Jérôme, pour le coup, moi je suis en train de tester sur le M1. Aujourd'hui, l'émulation de Windows avec Parallels Desktop, donc qui est un logiciel de virtualisation en fait, fonctionne incroyablement bien. Vous pouvez faire tourner un Windows sur votre Mac. Très bien, vraiment. Alors attention, vous ne pourrez pas jouer au jeu et tout, mais quoique, genre par exemple GTA V, en émulant dans un Mac mini M1 un Windows et tu lances sur le Windows GTA V, tourne, pas très bien, mais c'est presque jouable. C'est vous dire à quel point le M1 est impressionnant. Non, et par exemple, si vous faites de la bureautique, en gros, en prenant un Mac mini M1, en achetant Parallels Desktop, vous installez un Windows 10 dessus, ça sera fluide. Hein. Votre Windows 10 sera fluide. Le M1 avec de la mémoire vive et une carte graphique. Ouais. Merci beaucoup, j'avais pas pensé à l'écran secondaire. Un Mac pour de la bureautique, c'est un peu overkill. Je suis pas forcément d'accord. Ça peut être cool d'avoir un ordi qui tienne plusieurs années aussi. Hein. J'ai fait un test du MacBook Air sur ma chaîne, c'est un très bon ordinateur portable pour grand public. Ah oui, oui, très très bien. Je suis d'ailleurs déçu de ne pas avoir Nowtech sur le serveur RPZ ces semaines. Bah, je suis pas convaincu, Vaia, qu'on ait le ticket d'entrée. Mais peut-être qu'à un moment, on aura notre petite place dans même Z-Event, Zilan, j'en sais rien. Mais si tu veux, sur Nowtech, on veut pas forcer, on n'est pas en mode on veut être dans le Twitch game, venez, laissez-nous entrer. Non, tu vois, on laisse les choses venir comme elles viennent. Et puis on verra. Mais on n'est pas du tout du genre à vouloir forcer. Tu sais, moi, je pars du principe que ça veut pas dire qu'il faut rester dans notre coin. Je pense que si on arrive à faire des synergies avec des Twitchers un peu différents, ça peut être chouette. Mais je pars aussi du principe que si tu forces trop, c'est chiant. Tu vois, typiquement, on a déjà vécu, les créateurs de contenu ont déjà tous vécu cette personne qui démarre un projet et qui arrête pas de te turbo-spam pour en parler, ou te dire « Ah, vas-y, viens, ça serait trop bien de faire des vidéos ensemble », mais qui te le spam. Et en fait, quand quelqu'un te harcèle, t'as pas envie. C'est pas naturel et ça donne pas des bons résultats. Des fois, il vaut mieux juste laisser venir un peu les choses, puis tu vois, et puis il faut que ça se fasse un peu naturellement aussi. Antoine Daniel, vous voulez en plus un, mais Jérôme a décliné. On va faire un raid. C'est cool de parler un peu de Mac M1 avec vous. On va en reparler sur la chaîne, parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont des demandes là-dessus. C'est pour ça qu'on va en faire une vidéo assez prochainement. Lancer un raid sur une chaîne, let's go. Il y a qui est en live? Oh, il y a Corben, on va peut-être vous envoyer chez Corben. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, rendez-vous 18h pour les contributeurs, contributrices. Rendez-vous 18h sur YouTube pour le live privé des contributeurs. Et rendez-vous demain matin pour This is the Way. Hop, on va lancer le raid sur le poteau Corben. Faites-lui des gros bisous. Bientôt une collab avec Fab. Exactement, avec Fab et Donna, pour ceux qui ont la ref. Et bien sûr. Allez, je vous envoie chez Corben. Faites-lui des bisous de notre part. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi l'émission. À la prochaine. Bye, bye.